Attention, cette émission aborde des sujets sensibles et certains propos peuvent choquer. On pense aujourd'hui qu'on a vraiment affaire à un réseau pédocriminel au sein d'une périscolaire à Paris. Et là, il nous dit qu'un de ses camarades a été enfermé dans la prison. Et en fait, on découvre que cette salle a été une salle de torture. On a même découvert que certains animateurs avaient inventé un jeu. Je pense qu'il peut exister de plus glauque. Ils accrochaient un god à un lit et ils appelaient ça Sodizzy. Donc les enfants devaient sauter par-dessus le jouet sexuel accroché au lit. C'est un cas qui est sans précédent, 9 animateurs dans la même école. Il nous dit que cet animateur et une animatrice l'ont obligé à leur faire des bisous sur la bouche, sur le visage et sur les parties intimes. Mais il parle aussi de bisous qu'on lui a fait sur ses parties intimes à lui. Bonjour, moi c'est Franck. Je suis le père d'un petit garçon de 4 ans qui a été abusé sexuellement dans son école maternelle dans le 7e à Paris. Il a été abusé par plusieurs animateurs et plusieurs enfants. On parle de dizaines d'enfants qui ont souffert de violences sexuelles dans cette école. On a voulu nous cacher la vérité trop longtemps, mais aujourd'hui je suis là parce qu'il est temps qu'elle éclate. Je vous raconte mon histoire sur Légende. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un immense scandale qui secoue certaines écoles à Paris ces derniers mois. Des viols, des agressions sexuelles et des violences auraient été commises par des animateurs et des éducateurs sur des enfants en école maternelle. Aujourd'hui, sur Légende, on reçoit Franck, qui est le papa d'un garçon de 4 ans qui a été abusé sexuellement dans une école maternelle d'un quartier prestigieux à Paris. Il a préféré être anonymisé dans l'émission car il a peur de potentielles représailles. Son prénom, sa voix et son apparence ont donc été modifiés. Son fils lui a décrit avoir subi des jeux sexuels complètement abjects, des abus qui ne sont malheureusement pas des cas isolés puisque des dizaines et des dizaines d'enfants en seraient victimes. En 2025, les signalements ont explosé à Paris. Selon Le Parisien, au moins 15 enquêtes pour agressions sexuelles ont été ouvertes dans des écoles maternelles. Au total, 30 animateurs ont été suspendus en 2025 dans plusieurs écoles à Paris. Par contre, certains sont toujours en poste ou ont été transférés dans d'autres écoles. L'avocate de Franck, Maître Aéry, sera dans le studio avec nous pour nous donner les détails de cette affaire et surtout porter la voix des familles des victimes. Pour faire simple, l'éducation nationale et par conséquent le rectorat gèrent les enseignants et les directeurs et c'est la mairie qui est en charge du périscolaire et donc des animateurs. On s'est rendu directement devant l'école pour essayer de comprendre ce qu'il s'était passé et recueillir des réactions, mais la directrice s'est montrée très froide et a rapidement écourté l'échange et nous a même demandé de supprimer certaines images. De son côté, la mairie n'a pas donné suite à nos sollicitations et le rectorat, lui, renvoie la responsabilité sur la mairie. Si jamais vous êtes parent ou proche d'un enfant en danger ou victime de violences sexuelles, vous pouvez contacter ce numéro, le 0805 802 804. C'est une ligne gratuite, confidentielle et des professionnels sont là pour vous écouter et vous aider. Je vous préviens, c'est une émission pas facile. Je vous laisse avec la suite de l'interview et moi, je repasse vers la caméra. Bonjour Franck. Bonjour Lola. On va parler d'un scandale qui secoue plusieurs écoles à Paris. Là, on va parler d'une école dans le 7e arrondissement. Tu as récemment appris que ton enfant avait été abusé par des animateurs dans son école maternelle. Dans cette affaire, plusieurs animateurs sont mis en cause et plusieurs enfants ont déclaré avoir subi des agressions sexuelles, voire des viols. Tu fais partie des parents concernés et tu représentes aujourd'hui plusieurs familles impliquées dans cette affaire. Pourquoi tu as demandé d'être anonymisé pendant l'interview ? J'ai demandé à être anonymisé dans l'interview puisque je ne souhaite pas en fait être reconnu par les personnes mises en cause qui sont encore en liberté aujourd'hui et donc qui pourraient très bien tomber sur cette vidéo. Je sais pas de quoi ils sont capables aujourd'hui, donc et je sais même pas de quoi ils ont été exactement capables pendant 1 an et demi, donc oui, ils me font peur. Enfin, j'ai peur de ce qui peut se passer demain, quoi. Franck, je précise que c'est également un prénom d'emprunt. On va revenir un peu en arrière avant que tout éclate. Pourquoi tu avais choisi cette école en particulier pour inscrire ton fils ? J'avais choisi cette école pour plusieurs raisons. La première raison, elle est géographique. On vit pas très très loin de cette école. C'est une très bonne école publique dans le 7e arrondissement. C'est une école qui est en plus bilingue, ce qui est rare dans le public. Donc voilà, ça faisait des arguments. On avait entendu beaucoup de parents autour de nous qui nous disaient que du bien de cette école, de leurs enfants qui avaient été scolarisés là-bas. Vous êtes l'avocate de Franck, mais aussi de plusieurs familles qui sont impliquées dans cette même affaire. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de cette école-là ? C'est une école de la République, c'est une école qui est réputée, c'est une école publique donc. Et comme toutes les écoles, il y a une idée de sanctuaire. Donc aucun parent intuitivement ne va se dire que l'école qui est supposée protéger leur enfant est en réalité la source la plus grave d'une exposition de violence et de violences sexuelles. Et c'est là la grande trahison. Et c'est là le grand problème aussi, parce que si les parents perdent confiance dans l'école publique, alors on est plutôt mal.
Toi, tu avais une confiance aveugle envers le personnel, les animateurs, quand tu déposais ton fils au périscolaire? Oui, on a toujours cru, dans les valeurs de l'école de la République, et de l'école publique. Donc, pour nous, c'était évident que, voilà, étant donné que c'était une bonne école, il n'y avait pas de raison d'avoir, peur, et de pas avoir confiance. Les animateurs, si tu devais les décrire, ce sont des jeunes, des moins jeunes? Ça va de 20 ans à 50 ans, globalement, des hommes, des femmes, voilà, pas vraiment de profil type. Ce qu'on sait, c'est que c'est des personnes qui étaient, peu formées, voire pas du tout formées, ni à s'occuper d'enfants, ni même à suivre un programme pédagogique, et on n'a aucune information sur leur background. Les animateurs, c'était toujours les mêmes? Oui, c'était toujours les mêmes qu'on voyait régulièrement, parfois il y avait des têtes, nouvelles, mais globalement, les animateurs en poste, c'est ceux qu'on voyait tous les jours. Et en apparence, ils étaient souriants. Peu souriants, on avait peu de rapport avec eux à part, un simple bonjour. Quelques-uns étaient assez souriants, mais la majorité, ne nous regardait même pas, en fait. Il y a eu des fois où, enfin certaines fois où voilà, on avait un peu des doutes sur, leur capacité à les surveiller ou les encadrer, mais, globalement, on va dire que oui, on n'a pas eu de signe, en tout cas, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Tant que notre, enfant ne nous disait pas que ça allait mal ou, n'avait pas l'air malheureux d'y aller, on se doutait pas qu'il allait se passer quelque chose. Plusieurs fois, il nous a dit qu'il voulait plus aller, au temps périscolaire, mais on interprétait ça comme, le fait que ses amis n'étaient pas là, souvent, et donc, voilà, il voulait pas être seul. On parle d'agression sexuelle, on parle de viol, la différence étant la pénétration sur des enfants de la part d'animateurs qui sont des femmes comme des hommes. On parle de maltraitance physique, de maltraitance morale, de cris, de pleurs, d'enfermement dans des salles fermées et éteintes. Il y a aussi un truc qui pose question dans cette école, c'est le recrutement des animateurs. On voit que n'importe qui peut devenir animateur. En fait, animateur, c'est un poste qui n'est pas très valorisé. Il faut combler les trous. C'est-à-dire que vous avez la période scolaire et puis vous avez la période périscolaire qui est périphérique au scolaire. Donc vous avez l'heure du déjeuner, vous avez l'après-midi la sieste et puis vous avez le soir après l'école. Et souvent, il faut trouver au pied levé des gens pour remplacer les absents, pour pouvoir garder les enfants. Et donc, on a besoin, pour des temps très réduits, de gens rapidement. Et donc ça suppose que des gens soient disponibles. Et donc, voilà. Donc le recrutement ne se fait pas de manière adéquate. En tout cas, on oublie que c'est des gens, au moment du recrutement, qui vont avoir un impact sur l'enfant, sur la santé mentale de l'enfant, dans notre cas, la santé physique et la santé sexuelle également. Et donc, il est là véritablement le scandale. Les parents dont certains enfants développaient des symptômes n'ont pas pu faire de relation entre ces symptômes-là et les faits d'agression sexuelle ou de maltraitance. C'est des symptômes de régression, c'est-à-dire que des enfants qui sont propres se remettent à faire pipi au lit. Les enfants ont des terreurs nocturnes, les enfants retournent voir leurs parents la nuit alors qu'ils dorment depuis longtemps déjà seuls. C'est des enfants aussi qui, pour certains, manifestent des rougeurs sur les peaux. Il était question aussi pour certains de fissures anales. Et donc les parents ne savaient pas d'où pouvait venir le problème. Certains parents ont cru à des maladies, ils ont dû faire des investigations pour éliminer les différentes maladies possibles. Et ils ont perdu un temps très important, plusieurs mois, avant de pouvoir faire une relation possible entre ces symptômes-là, ces régressions-là, et des faits graves commis dans leur école. On remarque que, déjà, au bout de quelques mois, après son entrée à l'école, il vient dormir, la nuit dans notre lit. C'est encore le cas aujourd'hui. On nous dit aussi qu'il ne dort pas à la sieste, quelques semaines après son entrée à l'école, qu'il s'enfuit de la sieste, qui est censée être un dortoir surveillé, avec un ou deux de ses copains qui vont se cacher dans les toilettes et qui vont jouer dans l'école. Bon, on comprend pas trop, mais on se dit que c'est des jeux d'enfants. Et puis on remarque aussi une agressivité qui augmente avec les mois, mais pareil, on nous dit que c'est un petit enfant qui n'exprime pas forcément toutes ses émotions et que voilà, ça peut se transformer, ça peut se traduire par de la colère. Et là, à ce moment-là, vous êtes à 10 000 lieues de penser qu'il y a des scandales d'agression sexuelle et tout ça. Oui, parce qu'on remarque rien sur notre fils d'anormal. Si ce n'est des bleus aux genoux, mais bon, on se dit que c'est un petit garçon qui court comme tous les autres. Et voilà, on n'a pas d'éléments, en tout cas, qui nous indiquent qu'il y a quelque chose voilà, d'anormal dans l'école. Un jour, il y a un cache investigation d'Élise Lucet qui va sortir. Et c'est là que toute l'affaire va un peu éclater.
On découvre que le reportage a été tourné en caméra cachée dans notre école. On reconnaît l'école, on reconnaît les animateurs, on reconnaît les enfants. Donc là, on est pris de panique. Et c'est là, en fait, que plusieurs parents commencent à raconter qu'ils ont remarqué des choses chez leurs enfants, à nous dire qu'ils ont fait des signalements déjà plusieurs fois auprès des institutions que sont la DASCO et la CASP qui s'occupent en local du périscolaire, à la mairie du 7e également. Et du coup, on découvre des violences, des coups, des cris et on est extrêmement choqués. Mais à ce moment-là, on ne parle pas encore d'abus sexuels. À ce moment-là, on ne parle pas encore d'abus sexuels, à part ce qu'on voit dans la vidéo, c'est-à-dire une animatrice qui embrasse sur la bouche un petit garçon. Et déjà, c'est un élément qui nous fait nous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas effectivement dans l'école, parce que c'est un acte qui n'est pas normal dans le périscolaire et même dans l'école en général. C'est une animatrice qu'on connaissait, qui était très gentille d'apparence, qui nous donnait, c'était la seule qui nous donnait des informations sur ce que faisait notre fils à l'école, au périscolaire, qui nous disait qu'elle le surveillait, qu'elle prenait soin de lui, etc. Donc aujourd'hui, on se demande ce que veut dire prendre soin de lui. Ils ont vu l'émission de Cache Investigation fin janvier et c'est à partir de là qu'ils ont reconnu l'école dans laquelle leurs enfants étaient scolarisés. Et donc, ils ont commencé à ce moment-là à se poser des questions et à interroger leurs enfants. Et c'est à cette occasion qu'ils ont entendu dire qu'il y avait eu précédemment, les mois précédents, les années précédentes, déjà des signalements pour des faits de maltraitance physique, morale et des faits d'agression sexuelle. Donc pendant plusieurs mois, les autorités de l'école, les mairies aussi, leur ont caché des faits extrêmement graves. En fait, le lendemain du reportage, on est dans le salon et je demande à mon fils, je lui dis est-ce que y a des adultes qui disent des mots méchants ou qui ont des gestes méchants? Est-ce que tu as vu ou est-ce qu'il y a un adulte qui t'a fait quelque chose? Et là, il nous dit qu'un de ses camarades a été enfermé dans la prison. Donc déjà, on découvre un mot qui est extrêmement violent et fort pour une école. Et qu'il était enfermé dans le noir et à clé dans cette prison. Et qu'il a crié pour appeler notre fils et un autre de ses camarades qui sont arrivés, qui ont tapé l'animateur qui était avec lui à ce moment-là. Et qu'ils ont trouvé la clé pour ouvrir la salle et qu'ils ont libéré leurs camarades. Donc là, on est absolument choqués d'entendre cette histoire parce que c'est pas une histoire qu'on peut voir dans des dessins animés ou dans des films. Donc on se dit, mais c'est pas possible que ça sorte de l'imaginaire de notre fils. Et on sait pas trop comment réagir. Et en fait, on lui demande qu'est-ce que c'est que cette prison. On découvre que c'est une salle polyvalente dans l'école où il y a des jeux, où il y a une télé aussi pour qu'ils puissent regarder la télé quand il fait pas beau, qu'il pleut ou qu'il neige dehors. Et en fait, on découvre que cette salle a été une salle de torture parce que plusieurs enfants se mettent à raconter des histoires autour de cette salle, autour de cette prison. Mais là, on parle plus de violence que de violence sexuelle pour le moment. Là, on parle uniquement de violence, effectivement, psychologique et physique. Et c'est là qu'on découvre qu'en plus des privations de dessert, des privations des demandes aux enfants de se taire, il les enferme du coup dans cette salle. Donc on lui demande aussi pourquoi son camarade a été enfermé dans la prison. Qu'est-ce qu'il avait fait? Est-ce qu'il avait été puni? Et il nous répond non, il n'a rien fait et il a été puni pour rien. On comprend plus en fait. On se pose 30 000 questions, on se demande ce qui se passe, on se demande qui est cette personne qui ose faire ça à un enfant. Et puis en 24 heures, on va basculer dans l'horreur et on va découvrir en fait que c'est pas juste de la torture physique et psychologique et qu'on va commencer à parler de violences sexuelles et de torture sexuelle. Comment tu l'apprends ça? C'est ton fils qui te... En fait, le lendemain, on est dans un ascenseur. On n'a pas parlé du sujet, on lui a posé aucune question. Et là, il nous apprend il nous dit que cet animateur et une animatrice, elles l'ont obligé à leur faire des bisous sur la bouche, sur le visage et sur les parties intimes. Sur leurs parties intimes à eux. Et donc là, quand on entend ça, tout s'écroule en moi et autour de moi. Et je sais même plus comment réagir. Donc, je lui ai dit que c'est très bien de nous l'avoir dit, qu'on va en parler à la maîtresse, à la directrice. Et en fait, on prend immédiatement rendez-vous avec une pédopsychologue spécialisée à
à nos frais, puisque les structures qui accueillent les parents dans ce cas-là sont complètement saturées, parce qu'il y a en fait, c'est en train d'exploser, c'est une hémorragie dans Paris au même moment. Des mêmes affaires. Des mêmes affaires pour des agressions sexuelles sur mineurs. Et donc le lendemain matin, je vais déposer une plainte au commissariat du 7e arrondissement, qui déjà ne prend que les plaintes pour agression sexuelle de l'école Saint-Dominique à Paris. Elle ne prend aucune plainte pour violence physique ou violence psychologique ou verbale, puisqu'en fait, on comprend qu'il y en a déjà beaucoup trop. Quand j'arrive au commissariat, je leur explique pourquoi je viens, et je leur dis, vous devez déjà en avoir une vingtaine, et là, le policier me répond, là non, bien plus. Donc je sais même plus comment je m'appelle à ce moment-là. À ce moment-là, on est en train on a des pièces de puzzle épars, c'est-à-dire qu'on entend plusieurs parents qui ont été portés plainte aussi, on entend différentes histoires, des histoires qui se répètent, des mots que les enfants disent qui sont à peu près les mêmes. On a découvert que dans les dortoirs, beaucoup d'enfants parlaient du loup, qui leur faisait des choses, les tapait mais qui leur faisait aussi des choses, donc on parle encore une fois d'agression sexuelle. On a même découvert que certains animateurs avaient inventé un jeu. Et donc là, on est dans ce je pense qu'il peut exister de plus glauque. Ils accrochaient un god à un lit et ils appelaient ça saut-dizzy. Et donc les enfants devaient sauter par-dessus le jouet sexuel accroché au lit. C'est pas des choses qu'un enfant peut inventer, en fait. On a demandé aux psychologues, parce qu'on s'est aussi posé des questions sur la crédibilité de ces choses-là, tellement ça versait dans l'horreur. Et en fait, tous les psychologues s'accordent à dire qu'un enfant de 3 à 5 ans ne peut pas inventer des faits de violence sexuelle, de jeux sexuels, à moins d'y avoir été exposé. On parle de loup dans le dortoir, on parle de pénétration par des jouets. Les enfants parlent de jouets, on parle de pénétration avec des doigts, on parle de bisous sur les parties génitales. Et en fait, plusieurs enfants se mettent à raconter exactement les mêmes choses. Sauf que moi, en fait, à ce moment-là, je me dis, des enfants de 3 à 5 ans ne peuvent pas inventer un narratif, l'apprendre par cœur et le répéter. C'est impossible. Et donc, on se demande, en fait, parce qu'encore une fois, c'est pas un imaginaire d'enfant qui peut inventer ces choses-là. Il faut y être exposé, en fait, pour pouvoir parler de ces choses-là, surtout à cet âge-là. Et donc là, je dépose ma plainte. Quelques jours après, on a rendez-vous chez la psychologue. Et donc, quand on arrive, on lui réexplique toute l'histoire. Et puis, on le laisse avec elle pendant 45 minutes. Et quand on revient de ces 45 minutes, elle nous explique qu'il a parlé, beaucoup parlé, qu'il a mimé, qu'il a dessiné. Et là, on découvre que, donc non seulement il a reparlé de cet épisode traumatique de la prison, épisode dont il va reparler encore dont il parle encore aujourd'hui. Et puis, il reparle de ces bisous faits sur les parties intimes des animateurs, mais il parle aussi de bisous qu'on lui a fait sur ses parties intimes à lui, de masturbation, de choses qui deviennent innommables. Et là, en fait, je me dis que ça y est, on a définitivement basculé dans l'horreur. Et dans ma tête, en fait, je me dis, est-ce qu'il a tout dit? Est-ce qu'il y a pire? J'arrive pas à savoir, en fait, s'il y a pas encore des choses qu'il n'a pas dites. Du coup, j'ai dû retourner déposer une seconde plainte, un complément de plainte à ma première plainte qui impliquait donc les 2 premiers animateurs, et une plainte contre 2 autres animateurs. Il n'y a pas que des animateurs hommes, c'est ça qu'il faut préciser. Animateurs et animatrices, pardon, effectivement. Donc, la première plainte concernait un animateur et une animatrice, et la deuxième plainte, pareil, concerne aussi un animateur et une animatrice. Qu'on se rend compte, en fait, ils étaient organisés, en fait. Soit ils se couvraient, soit ils y allaient ensemble avec un ou plusieurs enfants qu'ils isolaient du groupe. Et c'est là qu'on se pose plein de questions. Et donc, en fait, là, je me dis, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il faut tout de suite prendre un avocat, il faut tout de suite lancer une procédure. Est-ce que la police va les arrêter? Comment ça va se passer? Qu'est-ce qui suit? Et puis oui, il y a une rage en moi qui commence à bouillir, et en fait, j'ai envie d'aller m'occuper, en fait, moi-même de ces gens-là, et de leur faire regretter d'avoir posé la main sur mon fils et sur les autres enfants. Très honnêtement, je le fais pas parce que j'aime ma femme et mon fils et que j'ai pas envie de les perdre. Mais voilà, c'est plein de questions qui se posent, et puis on attend. Et à partir de ce moment-là, on attend. On attend parce qu'on n'a aucune info.
On est tout seul. Les maîtresses se mettent en arrêt maladie. La directrice, on sait pas. On nous a expliqué plus tard qu'elles avaient été absolument traumatisées par le reportage de Cache Investigation. Ce à quoi on a répondu que si elles ont été traumatisées, on espère qu'elles ont imaginé le trauma que nous, on est en train de vivre. Parce qu'en fait, c'est pas un trauma qui est passé, on parle d'un trauma qu'on vit au quotidien. Parce que notre fils nous dit encore des choses et qu'on en apprend tous les jours d'autres enfants, d'autres cas encore. Hier encore, il y a 2 plaintes qui ont été déposées pour 2 autres enfants, Pareil pour des faits pour des faits de violences sexuelles également. par les mêmes animateurs. Toujours par les mêmes animateurs. On parle de 9 animateurs qui ont été coupables ou complices de violences sexuelles, de violences physiques, de violences psychologiques sur nos enfants. Et donc, on a voilà, une directrice qui disparaît du jour au lendemain, qui se met en arrêt également, qui est remplacée par une nouvelle directrice. Et en fait, on apprend... c'est là qu'on apprend qu'en fait, c'est des signalements qui ont été faits déjà depuis un moment auprès des institutions et qu'en fait, on nous a caché la vérité. C'est ça, avant que le Cache Investigation sorte, il y avait déjà eu des plaintes, il y avait déjà eu des signalements. En fait, depuis 2024. 2024, il y a un premier signalement contre le REV, donc le responsable éducation de ville de l'école, qui est mis à pied. Et en fait, il y a une réunion qui est organisée immédiatement par la mairie du 7e avec les organismes en charge du périscolaire, donc la DASCO et la CASP, et l'association des parents d'élèves de notre école. Et là, en fait, on leur demande de ne rien dire. On leur demande de ne pas entraver l'enquête. Et donc, on nous dit qu'il il est en arrêt maladie. On vit avec ce mensonge pendant les 9 mois qui suivent. Et sauf qu'en fait, en novembre 2025, il y a 3 nouveaux signalements qui sont faits concernant plusieurs animateurs, dont un en particulier. Et cet animateur va être soi-disant mis à pied mi-décembre et en fait déplacé dans une autre école, l'école volontaire, école dans laquelle il va apparemment perpétrer 3 viols puisque il a à ce moment-là 3 plaintes sont déposées contre lui dans cette autre école. Mais comment ça se fait qu'il n'a pas été arrêté et qu'on déplace juste le problème et qu'en fait on le laisse commettre des crimes en toute impunité, quoi? En fait, on se rend compte que du coup, c'est un problème systémique, une erreur, comme va le dire Patrick Bloch à Cache Investigation, de déplacer les animateurs qui sont signalés et qui posent problème. Sauf qu'en fait, le mi-novembre, donc au même moment, il y a une circulaire qui est envoyée à l'ensemble des agents de la ville de Paris pour indiquer quelle est la procédure au moment d'un signalement, justement pour lutter contre les violences scolaires. Et à l'époque, on parle que de violences scolaires, on parle même pas de violences sexuelles. Et dans cette circulaire, il est bien indiqué qu'au moment d'un signalement, l'animateur doit être mis à pied, une enquête doit être diligentée, psychologique et administrative, et que cet animateur doit être sorti du système du périscolaire. Et en fait, on découvre que c'est absolument pas le cas. La DASCO-CASP du 7e et du 15e arrondissement, parce qu'elle gère les 2 arrondissements, préfère déplacer un animateur pour lui donner, c'est leur mot, une seconde chance pour sa carrière, plutôt que de l'isoler et de le mettre à pied pour éviter qu'il agisse sur d'autres enfants. Et donc là, la colère elle monte encore plus en fait, parce que là on se rend compte que nos enfants, c'est juste des objets, c'est des produits en fait, et que on considère pas que c'est des citoyens en devenir. On se considère pas en fait qu'il faut y faire attention, qu'il faut en prendre soin. Et donc là on se demande ce que fait l'école de la République pour eux. T'as l'impression qu'il y a eu une omerta sur tout ça? Il y a une omerta sur le sujet, parce que en fait, il y a des associations qu'on découvre à ce moment-là et qui en fait travaillent sur le sujet depuis des années déjà. Il y a des associations qui sont dessus depuis 20 ans. Et en fait, c'est un combat qu'elles mènent malheureusement dans l'ombre, puisque c'est un sujet qui n'est pas médiatisé, c'est un sujet sur lequel on ne communique pas. Et on a l'impression que toutes les affaires, en tout cas la majorité, finissent en non-lieu. Donc on se demande, en fait, on se dit... donc on ne parle pas de ce sujet, on ne communique pas dessus, mais en plus de ça, on
On se demande si la justice n'est pas ralentie, s'il n'y a pas des procédures qui sont extrêmement lentes pour éviter justement que ces dossiers puissent être réglés. On se repose les mêmes questions, en fait. Est-ce qu'il ne faut pas qu'on se fasse justice nous-mêmes ou est-ce qu'il faut qu'on suive la justice et son processus. Et ce processus, il est interminable. On n'est qu'à 1 mois et demi depuis le cache investigation, mais c'est un temps qui est extrêmement long, puisque les enfants ont commencé à être entendus par la brigade de protection des mineurs seulement 1 mois après les premières plaintes. Il n'y a eu à date aucune perquisition, il n'y a eu à date aucune interpellation. Donc on se demande, en fait, ces gens, justement, ils vivent tranquillement leur vie. Et certains continuent de travailler? Alors, ils sont aujourd'hui tous mis à pied. Ils continuent par contre à être payés par la mairie de Paris. Donc ils touchent leur salaire, ils vivent leur vie. Ils ne travaillent plus du coup, pour l'instant, mais ils pourraient complètement retrouver du travail hors de Paris. Ils pourraient complètement aller ailleurs en France et retrouver du travail, puisque pour l'instant, ils ne semblent pas être mis à pied au niveau national. Comment faire pour avoir des preuves dans un dossier comme ça? On sait souvent que les affaires d'agression sexuelle, de viol, malheureusement, elles sont parfois classées sans suite, faute de preuves. Comment là, dans ce dossier, on peut avoir des preuves de ce qui se passe? Moi, je conseille souvent aux parents de tenir un journal de bord, d'y noter quotidiennement les changements d'attitude des enfants, s'il y a des régressions, s'il y a des pipis au lit alors que les enfants étaient propres, s'il y a des frayeurs nocturnes, s'il y a des colères, s'il y a des cris, s'il y a quelque chose d'inhabituel. Je conseille aussi de filmer sans jamais poser de questions suggestives. Il y a un temps de compréhension, il y a un temps de conscientisation. Vous savez, quand on est adulte et qu'on a subi une agression, déjà, ça vient perturber les repères spatio-temporels. Imaginez maintenant pour un enfant. Il faut les croire et il faut recueillir leurs paroles de manière la plus douce possible, c'est-à-dire sans intrusion, sans violence supplémentaire, laisser venir les choses. Et évidemment, filmer, prendre des notes, c'est impératif. Ça fait 1 mois et demi que tout est sorti, il n'y a pas eu de perquisition chez les animateurs, ils n'ont pas encore été arrêtés. Est-ce que c'est normal pour un dossier comme ça, que ça prenne autant de temps? Alors le dossier est assez inédit. Et c'est vrai qu'il est inédit par son ampleur, il est inédit par la quantité des animateurs aussi qui sont visés. Il y en a 9 à Saint-Dominique qui, aux dernières nouvelles, ont été suspendus. Les enfants ont, pour certains, déjà été entendus par la brigade des mineurs, mais effectivement, il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de mises en cause, et je regrette que les choses n'avancent pas plus vite. C'est une question de politique pénale. Vous savez, moi j'ai fait du terrorisme, et je peux vous assurer que quand un mis en cause détient des images de Daesh sur son ordinateur, il est interpellé tout de suite. C'est pas pour faire une comparaison victimaire, c'est pour dire que la France a les moyens, la justice a les moyens, et que si elle ne met pas ces moyens-là à disposition d'une certaine matière, c'est que cette matière l'intéresse moins. Là, ce que je constate, c'est que les enfants sont encore plus vulnérables que les femmes. On parle des violences sexuelles faites aux femmes, on alerte sur le fait que la parole des femmes est difficilement entendue. Aujourd'hui, je constate que la parole des enfants l'est encore moins, c'est une vulnérabilité supplémentaire. Il y a effectivement des enfants qui ont parlé de photos et de vidéos qui ont été prises dans des positions à 4 pattes ou accroupies qui leur ont imposé. Et en fait, aujourd'hui, on se dit que malheureusement, vu le temps que ça a pris, c'est peut-être des preuves qui ont disparu et qui ont été détruites. Donc c'est terrible à dire parce qu'on n'a pas envie de voir ces images-là, mais il y a un côté de nous qui aimerait qu'on retrouve ces images-là pour savoir ce qui a été fait en fait à nos enfants. Il y avait plusieurs signaux faibles avec notre fils. Il me mettait la main devant la bouche parfois quand on se parlait trop fort. Parfois, il essaye de nous étrangler pour jouer. C'est des gestes qui sont pas des gestes de jeu d'enfant. Un enfant, ça donne un coup de pied, ça donne un coup de poing, mais ça essaie pas d'étrangler, ça met pas la main devant la bouche. Il nous a répondu, un jour il m'a répondu « Ferme ta gueule, t'as plus le droit d'ouvrir la bouche ». Encore une fois, c'est pas des mots d'enfant, c'est pas des gestes d'enfant. Et quand on était avec la psychologue, il lui a dit que un animateur en question, celui qui a été déplacé à volontaire, lui mettait la main devant la bouche pour pas qu'il crie. Mais on ne sait pas pourquoi, comment, mais bon, je pense que l'image est assez claire. Qu'est-ce qu'on peut espérer comme condamnation, comme peine dans un dossier pareil? En fait, dans un dossier pareil, moi, ce que j'espère, c'est que
il n'y ait aucune faille, aucune mauvaise appréciation, qu'on ne se réveille pas dans 3 ans en constatant que les choses n'auraient pas été faites correctement. Ça, c'est ma plus grande crainte. Évidemment, les faits que les enfants aujourd'hui dénoncent sont des faits qui caractérisent les infractions les plus graves dans l'échelle des infractions et qui font encourir les peines les plus importantes et qui supposent qu'on se fasse juger par des magistrats d'une cour d'assises. Donc c'est des faits qui sont extrêmement graves et j'espère évidemment que la justice sera à la hauteur de ces victimes-là. Le grand problème, et c'est peut-être la chose la plus scandaleuse, c'est d'avoir attendu tant de temps, et là je parle des responsables de l'école, d'avoir attendu tant de temps avant d'informer les parents des signalements et des plaintes qui avaient eu lieu pour maltraitance et agression sexuelle. Ça, c'est irresponsable, parce que ces personnes-là n'ont pas permis aux parents de faire un lien beaucoup plus rapide entre certains symptômes que les enfants manifestaient déjà et des faits de nature délictuelle, voire criminelle, qu'ils auraient subis. Et ça, c'est irresponsable de la part de personnes qui sont supposées protéger nos enfants. On pense très clairement que la réputation de l'école ne devait pas être entachée, en tout cas par l'ancienne directrice qui est aujourd'hui en congé maternité. Et elle nous a confirmé qu'elle ne reviendrait plus dans l'école suite à plusieurs demandes, en tout cas auprès du rectorat. Et en fait, oui, on nous disait tous les jours que tout allait bien dans l'école. Il y a des parents qui sont venus voir la directrice et l'encadrement de l'école depuis l'année dernière pour leur dire qu'il y avait un problème, qu'il y avait des animateurs qui criaient, qu'on leur avait parlé de coups sur la tête, de coups sur les jambes, sur les genoux, etc. Et à chaque fois, on leur répondait: mais non, tout va bien, il n'y a pas de problème. Vous savez, les enfants, parfois, ils chahutent un peu entre eux, mais c'est rien. Donc, en fait, oui, on voulait protéger la réputation de cette école dans le 7e arrondissement, parce qu'il ne faut surtout pas que ça fasse tâche. Et aujourd'hui, en fait, voilà, quand on découvre que l'association des parents d'élèves n'a rien dit, alors qu'ils ont leurs enfants dans l'école et qu'ils ont retiré leurs enfants du périscolaire Oui, parce qu'ils étaient au courant, eux. parce qu'ils étaient au courant. Ils étaient au courant des premiers signalements. Quand on découvre que quand des mamans sont allées faire des signalements, on leur a ri au nez et on les a traitées de folles. Quand on découvre en fait que on nous a caché la première plainte, qu'on nous a caché les raisons de mise à pied des différents animateurs, en fait, là, la confiance disparaît totalement. On n'a plus aucune confiance en qui que ce soit dans cette école parce qu'on se dit qu'en fait, ils ont peut-être vu, ils ont peut-être entendu, ils ont peut-être été voilà, témoins de ce qui se passait. Et du coup, vient encore une nouvelle salve de questions. Est-ce qu'ils sont complices? Est-ce qu'ils ont été menacés? Est-ce qu'on leur a demandé est-ce qu'on les a fait taire en fait pour pas qu'ils révèlent ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu? Moi, ce que je comprends pas, c'est que c'est une école qui est pas grande. Donc un enfant qui est isolé des autres, ça se voit. Un enfant qui crie, ça s'entend. Un enfant qui est seul avec un animateur, ça se voit encore plus. Et en fait, c'est ça que je comprends pas aujourd'hui et c'est ça qu'on ne comprend pas avec les parents, c'est que on se dit mais qui a caché quoi en fait et qui protège qui? Comment tu parles de ça avec ton enfant justement pour essayer de le faire parler ou en même temps tu le protèges? Est-ce que tu le considères comme victime et qu'est-ce que tu lui dis? Comme ma femme dit, notre fils est un survivant. C'est pas une victime. Donc on est les parents de survivants. Et j'ai pas envie justement qu'on le voie et qu'on nous voit comme des victimes. On ne lui pose pas de questions parce qu'on n'a pas envie de créer un trauma supplémentaire. On n'a pas les armes en fait en tant que parents pour encaisser ces histoires-là, pour encaisser ce drame et pour savoir comment lui répondre. On lui a demandé s'il voulait retourner à l'école. Il nous a dit que oui, il voulait retourner voir ses copains. Mais il nous a tout de suite demandé: est-ce que les méchants sont encore là? Donc on lui a dit: non, les méchants ils sont plus là. Tu as dit des choses, tous les copains ont dit des choses, vous avez raconté ce que vous aimez pas à l'école. Grâce à vous, les méchants, ils sont plus là, ils reviendront plus. Il nous a demandé est-ce que les méchants sont en prison. Et là, je peux pas lui mentir. Donc je lui ai dit: la police va faire son travail, elle enquête et elle va les mettre en prison. Donc on essaie de le rassurer au maximum. Et c'est dur tous les jours. Nous, c'est un poids en fait en permanence sur la tête. Je dors quasiment plus. J'ai mal de tête depuis 1 mois et demi. Et j'ai peur tous les jours en fait. J'ai peur qu'il craque, j'ai peur de craquer, j'ai peur que ma femme craque. Et voilà, encore une fois, on n'est pas seul. Et les parents dans ce cas-là ne sont pas seuls. On parle quand même de violences sexuelles sur des enfants en maternelle, donc de 3 à 5 ans. Dans notre école, 9 animateurs qui ont une trentaine de plaintes sur leur dos.
Mais il y a des écoles dans le 15e, il y a des écoles dans le 11e. On voit bien que c'est en train d'exploser partout. On parle d'attouchement, de pénétration. On parle de mots qui ne devraient pas aller avec des enfants en bas âge, en fait. Et aujourd'hui, on n'en parle pas assez. Aujourd'hui, on se bat pour que les médias, pour que le gouvernement prenne la mesure du sujet, que tout le monde sache, en fait, tout le monde comprenne. Non, malheureusement, l'école n'est pas un monde de bisounours. Et malheureusement, nos enfants ne sont pas au paradis quand ils sont à l'école, en fait. Nous, c'est l'école de l'horreur. Moi, ce qui m'a le plus choqué de ce que mon fils nous a révélé, c'est quand il nous a dit que un animateur et une animatrice, je peux pas citer les prénoms, euh, l'ont forcé à leur faire des bisous sur les parties intimes. Je comprends pas en fait comment on peut faire ça à des enfants. Toi, en tant que papa, est-ce que j'imagine, tu as dû ressentir de la culpabilité? Comment tu gères avec ça au départ et comment tu gères là aujourd'hui? En tant que parent, c'est dur de se dire on a fait confiance à un système, on a fait confiance à une école. D'une part, on n'a pas vu forcément ces signaux faibles, on n'a pas compris parce que notre fils était petit. Il est rentré à l'école à 2 ans et demi. Donc à 2 ans et demi, on ne sait pas exprimer les choses. On ne sait pas mettre des mots sur des choses, sur des douleurs ou du mal-être. Et en fait, oui, la culpabilité, elle est immense parce que je me dis tous les jours que j'aurais dû le voir. Je me dis tous les jours que j'aurais dû comprendre qu'il y avait quelque chose, qu'on aurait dû aller voir quelqu'un, qu'on aurait dû agir. Et en même temps, ça veut dire vivre dans l'ultra-vigilance tous les jours. C'est pas sain et c'est pas humain non plus d'être comme ça. Donc aujourd'hui, on est suivis tous les trois par des psychologues différents parce qu'en fait, on s'est dit qu'il fallait qu'on soit accompagné. Et ça aussi, on a dû le faire par nous-mêmes parce qu'aujourd'hui, personne ne nous dit quoi faire. On est complètement laissé à l'abandon. Voilà, on se parle avec plusieurs parents, on essaye de s'entraider, de trouver des solutions, de se tenir à l'écoute, de sécher nos larmes aussi parfois. On essaie de se retrouver les week-ends quand même pour faire jouer nos enfants ensemble et qu'ils essaient de retrouver leur innocence. En fait, j'arrive pas à savoir aujourd'hui si l'innocence de mon fils a disparu ou si elle est encore là. Et j'aime à croire qu'elle est encore là. C'est un petit garçon qui est globalement joyeux, qui aime rire, qui aime se déguiser. Mais parfois, voilà, il y a des accès de violence, il y a des cris, il y a des coups, il y a des gestes qui sont pas normaux chez un enfant de cet âge-là. Et dès que ça revient, en fait, j'ai mon armure que je me suis créée qui disparaît immédiatement parce que c'est terrible, parce que je sais pas en fait ce qu'il y a derrière sa tête. On est démunis en fait face à ça. Quand on a été interrogé à la brigade de protection des mineurs, il n'a rien raconté. Il a été très impressionné par la brigade de protection des mineurs, même si les brigadiers étaient très gentils, et du coup il n'a pas parlé comme beaucoup d'enfants. 2 jours après, on repasse en voiture devant cet immense bâtiment très impressionnant, et là il me dit « Oh regarde papa, on était là l'autre jour ». Je lui dis « Oui c'est vrai ». Il me dit « J'ai tout raconté à la police ». « Ah bon, tu leur as raconté quoi ?» Je leur ai raconté que j'aimais pas qu'on me touche les fesses à l'école. Là je peux vous dire que dans la voiture, vraiment j'ai senti une espèce de descente d'organes. Il y a tout qui s'est à nouveau effondré en moi. Pourtant, c'était limite moins pire que ce qu'il l'avait dit avant, mais en fait, je me suis dit, en fait, il y a encore d'autres choses qui sont cachées. Il y a en fait d'autres choses qu'il n'a pas dites. Et j'ai très peur, en fait, de ces autres choses. J'ai peur, en fait, que dans 20 ans, mon fils ait des traumas qui ne soient pas réglés. J'ai peur qu'un jour, il y ait quelque chose qui se réveille. Et en fait, j'ai juste pas envie de ça. Donc aujourd'hui, on essaie de se battre pour faire en sorte que ça sorte de sa tête, qu'il ait plus ces traumas-là, et d'un côté. Et de l'autre côté, en fait, on essaie de se battre aussi pour que la justice soit faite, pour qu'on nous entende, en fait, voilà, que cette histoire, malheureusement, soit la plus visible possible. Pourquoi, selon toi, les animateurs comme ça agissent en toute impunité dans les écoles? Et surtout, tu penses qu'ils font ce métier parce que justement, ils sont complètement pervers et attirés par des enfants? En fait, on a découvert que malgré le système normalement mis en place, aucun profil n'est vérifié. Donc on ne vérifie pas les casiers judiciaires, on ne vérifie pas les antécédents des personnes qui sont recrutées au palais scolaire. La mairie de Paris passe même par des associations, replace des personnes qui sont sans emploi et sans qualification. Aujourd'hui, en fait, la réponse est simple. Le palais scolaire, c'est une cible facile. On parle d'enfants de 2 ans et demi à 5 ans
qui ne savent pas mettre des mots sur ce qui leur arrive, qui ne savent pas exprimer exactement ce qui se passe. Quand vous avez un enfant de 3 ans qui parle de loup, tapé, salle bleue, prison, dortoir, on ne sait pas si c'est un jeu, on ne sait pas si c'est des violences, on n'arrive pas à comprendre. Donc en fait, comme c'est pas des phrases concrètes et c'est pas des mots qu'ils connaissent, c'est facile, du coup ça en devient des cibles faciles. Donc on se dit que ces personnes-là, bah oui, en fait, elles trouvent de la facilité en fait à faire des victimes de nos enfants parce qu'ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas s'exprimer. Les enfants n'ont pas de vocabulaire sexualisé. Les enfants racontent des éléments qui sont tout à fait caractéristiques d'agression physique, d'agression morale et d'agression sexuelle. Ils parlent d'attouchement, ils parlent de cris, ils parlent de coups, ils ont mal à des endroits très intimes. Donc ils évoquent, pas tous les mêmes faits, mais ils pointent du doigt souvent certains animateurs qui sont les mêmes. Et ce qu'ils évoquent est tout à fait crédible. Les enfants ne peuvent pas inventer ce qu'ils dénoncent. Ils n'ont pas de référence, ils ne voient pas de films érotiques. Voilà, donc le fait par exemple de ne pas utiliser le bon vocabulaire, de ne pas parler de vulve, de ne pas parler de clitoris, n'empêche pas la possibilité pour un enfant de raconter quelque chose qui est de nature délictuelle, voire en l'occurrence criminelle. Ça, c'est évidemment le plus grand piège des pédocriminels. Ils utilisent des termes ludiques, à la fois pour susciter l'adhésion des enfants, à la fois aussi pour que les enfants, lorsqu'ils en parlent ou qu'ils rapportent les événements à leurs propres parents, ne leur permettent pas de comprendre qu'il s'agirait d'autre chose que d'éléments ludiques. Et c'est ça qui permet aux pédocriminels de garder le secret, de faire garder le secret tout en obtenant ce qu'ils veulent des enfants. Ça, c'est le cas dans cette affaire, mais j'imagine c'est le cas dans d'autres affaires pédocriminelles. C'est vraiment un mode opératoire. C'est un mode opératoire plus le secret. Ils demandent très souvent aux enfants de garder le secret, et ce que les parents doivent dire à leurs enfants, c'est qu'un secret n'est jamais malheureux. Un secret ne fait jamais mal. Un secret, c'est quelque chose d'heureux. Quand on demande à un enfant de garder le secret, c'est pour garder la surprise d'une fête d'anniversaire. À partir du moment où un secret fait mal, à partir du moment où un secret effraie et menaçant pour un enfant, c'est problématique. Et c'est comme ça, peut-être aussi, que les parents peuvent essayer de rassurer leurs enfants et d'essayer de leur faire dire ce que les enfants redoutent le plus et ce qu'ils ont subi. Est-ce que c'est des profils qui sont recrutés et qui ont la même tendance? Ça, c'est la justice qui pourra le dire et qui pourra faire la lumière dessus. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est que oui, c'est un terrain de jeu facile pour eux. Notre sujet, depuis le début, notre combat, il est absolument pas politique. Aujourd'hui, ce qu'on demande justement à la mairie de Paris, au nouveau maire de Paris, c'est de prendre ce sujet à bras-le-corps et d'en faire sa priorité parce qu'en fait, on parle des électeurs de demain, on parle des citoyens de demain. Et donc, on ne peut pas laisser les enfants sans justice et sans protection. Pour terminer, si tu devais donner un mot aux animateurs, leur dire quelque chose s'ils te regardaient à la caméra, au nom de tous les parents, qu'est-ce que... Waouh. Ok. Elle peut faire celle-là. Ce que je veux dire à ces personnes aujourd'hui, c'est que la justice va faire son travail et j'espère que les rumeurs qu'on raconte sur ce qui se passe dans les prisons pour les personnes qui sont coupables d'agressions sexuelles est vrai. À savoir que oui, ils subissent, on leur fait subir le sort qu'ils ont fait subir à leurs victimes. Ce qui serait, je pense, la moindre des choses. Écoute Franck, je te remercie. J'espère vivement que l'enquête vous apportera des réponses à toi et toutes les familles et puis surtout que les mises en cause seront sévèrement punies. En tout cas, c'est ce qu'on peut vous souhaiter. Merci beaucoup Lola et merci de nous avoir reçus et de m'avoir entendu et j'ai juste un message pour les familles à qui ça arrive. Vous êtes vraiment pas seuls et si vous avez l'impression d'être seuls, on est plein de parents partout. Il y a des associations pour vous encourager, pour vous aider et vous soutenir. Faut pas hésiter en fait. Et si vous avez le moindre doute, faut pas avoir de doute. Faut essayer de savoir la vérité parce que sinon vous le reprocherez toute votre vie.